Ce dîner dominical avait le goût de la routine, mais personne ne se doutait que le silence, ce soir-là, valait 100 millions. C'était censé être un simple dîner du dimanche, comme des dizaines d'autres. Du banal, du prévisible, un poulet rôti, des pommes de terre, et ce silence pesant auquel on s'était habitué. Je m'étais installé dans cette routine, connaissant le refrain par cœur. Déborah siroterait son vin avec ce sourire pincé, Camille jetterait un œil à son téléphone entre deux bouchées, et moi, je ferais semblant que tout allait bien. Mais ce soir, l'atmosphère était électrique, comme si l'air lui-même était chargé d'une tension prête à exploser. Déborah était assise en face de moi, sur la même chaise qu'elle occupait depuis des années. Une posture trop parfaite, un regard trop acéré. Camille, 17 ans, déjà armée du mépris maternel, enroulait une mèche de cheveux autour de son doigt et me toisait comme si j'étais la chute d'une mauvaise blague. J'essayais de me concentrer sur le repas, sur la peau dorée du poulet qui brillait sous la lumière, sur ces pommes de terre qui embaumaient le beurre et le romarin, mais l'appétit m'a vite quitté. Déborah a reposé son verre avec un petit clic délibéré, un son qui résonnait plus fort que le tic-tac de la vieille horloge. Elle s'est raclé la gorge, de cette manière étudiée qu'elle avait lorsqu'elle s'apprêtait à rendre un verdict qu'elle répétait probablement depuis des heures. « On te coupe les vivres », a-t-elle dit, d'une voix neutre, mais avec un regard d'une froide détermination, comme une lame de guillotine qui s'abat. Aucune colère, juste une sentence irrévocable. Je n'ai pas bronché. Je n'ai même pas respiré. J'ai observé ses lèvres, soulignées par ce rouge à lèvres impeccable qu'elle portait toujours lorsqu'elle voulait se sentir puissante. Camille n'a même pas cherché l'approbation de sa mère. Sans hésitation, elle a enchaîné « T'es fauché, fainéant, et t'es pas un bon père ». Son ton était désinvolte, comme si elle commandait un café. Elle n'a pas sourcillé, elle n'a pas bougé. Elle attendait ce moment, prête à me coller des étiquettes qui colleraient comme du goudron. J'ai senti la pièce rétrécir autour de moi, la table devenir soudainement trop petite pour contenir tous les mots non dits qui s'entassaient entre nous. J'ai posé les yeux sur elle. Ma femme et ma fille, moulées dans le même moule. Affichant cette même expression qui disait « On a décidé ce que tu es, et c'est tout ». J'ai repensé à toutes ces journées où j'avais enchaîné les heures supplémentaires pour qu'il y ait toujours de quoi manger sur cette table. À ces nuits où je rentrais à la maison en sentant l'huile et la sueur, les mains craquelées par le travail, juste pour les voir dormir avec la lumière allumée. Je me suis rappelé la fois où j'avais appris à Camille à faire du vélo, dans cette même allée, courant à côté d'elle, son rire résonnant dans le quartier comme si j'étais le meilleur des pères. Mais tout ça, ça n'avait plus d'importance. Elles avaient pris leur décision, classé le dossier et rendu leur jugement. J'aurais pu me lever, frapper du poing sur la table, exiger qu'elles se souviennent, mais à quoi bon? Les mots n'avaient plus leur place ici. Pas maintenant. Et là, comme par hasard, mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table. Un simple vibreur, mais il a tranché la tension ambiante comme une lame. J'ai tendu la main, les doigts tremblant légèrement, un réflexe conditionné par trop d'appels du travail tard dans la nuit, des appels qui n'annoncent jamais rien de bon. Mais ce n'était pas ça. Monsieur Dubois, ici Léa Bernard pour Morin et Associés. La voix à l'autre bout du fil était nette, professionnelle, mais teintée d'une excitation que je ne lui connaissais pas. Les actions de votre entreprise viennent d'atteindre les 100 millions d'euros. J'ai cligné des yeux, fixant mon téléphone comme s'il avait pris des ailes. Mon esprit a fait le calcul, a repassé les étapes, le sang et la sueur que j'avais investis dans Système Triarche. Les nuits blanches à coder pendant que Déborah dormait. 100 millions. Ma poitrine s'est serrée, mon souffle s'est coupé, et j'ai failli rire. Pas un rire joyeux, mais quelque chose de plus profond, comme une corde qui se brise en moi. J'ai levé les yeux vers elle. La fourchette de Déborah était figée en l'air, ses yeux exorbités, son visage brisé sous le poids d'une émotion qu'elle ne contrôlait pas. Camille a interrompu son défilement incessant, ses paupières clignant comme si elle sortait d'un rêve. Le silence s'est abattu sur la pièce. Je n'avais pas besoin de prononcer un mot, mais je l'ai fait quand même. J'ai lentement balayé la table du regard, m'arrêtant d'abord sur Déborah, puis sur Camille. J'ai vu la confusion tourbillonner dans leurs yeux. La soudaine réalisation que l'homme qu'elles avaient catalogué comme fauché, fainéant et bon à rien venait de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elles ne savaient pas comment gérer. « Excusez-moi », ai-je dit doucement, d'une voix calme, chaque syllabe prononcée avec intention. « Vous disiez ». On aurait dit que la table elle-même avait tremblé. Les lèvres de Déborah se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Le rictus assuré de Camille s'était effacé. J'ai laissé le silence planer, un poids qu'elle devrait porter toute seule. J'ai senti quelque chose changer en moi, comme un ressort qui se détendait, comme si j'avais retenu ma respiration pendant trop longtemps et que je me souvenais enfin comment expirer. J'avais envie de me lever et de partir, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais qu'elle reste assise là,
dans cet espace qu'elles avaient créé, pour ressentir chaque seconde de leur propre silence. Je voulais qu'elles comprennent ce qu'elles avaient fait et ce qu'elles avaient perdu. Alors, je suis resté assis là, à les observer. L'homme qu'elles pensaient pouvoir mettre au rebut. L'homme qu'elles pensaient pouvoir rabaisser et soumettre. L'écran de mon téléphone brillait toujours, les chiffres dansant comme une promesse que je m'étais faite à moi-même. 100 millions. C'était censé être un simple dîner du dimanche. Mais c'est devenu la nuit où tout a basculé. La nuit où j'ai compris que l'approbation que j'avais tant recherchée avait toujours été conditionnelle. Que leur amour était lié à mes revenus, à ma réussite, à mes échecs. Et à cet instant précis, je ne me suis pas senti fauché, fainéant ou bon à rien. Je me suis senti libre. Je ne savais pas ce que demain me réservait. Je ne savais pas ce qu'elles allaient dire ensuite, ni comment elles allaient tordre l'histoire. Mais je savais une chose. Je n'étais pas l'homme qu'elles croyaient que j'étais. Et je ne le serai plus jamais. Elles ne m'ont pas toujours vu comme ça. C'est ça qui blesse le plus, je crois. Qu'il y ait eu autrefois du respect dans leurs yeux, même une pointe d'admiration, qui me portait pendant ces nuits sans fin. À l'époque, j'étais celui qui enchaînait des journées de 16 heures comme chef de maintenance de nuit, tout en construisant mon prototype de logiciel aux aurores. Mon uniforme était taché d'huile, mes bottes éraflées, mais je rentrais à la maison avec un chèque de paie qui permettait de payer les factures, d'acheter de nouvelles chaussures à Camille et de remplir la cave à vin de Déborah. Elle se vantait de moi, alors. Mon mari est tellement motivé, disait-elle à ses amis, autour d'un café ou dans la file d'attente du pressing. Son ton mêlait fierté et autre chose, une revendication de statut qu'elle portait comme un bijou. Camille rayonnait, avant, quand je rentrais après un long service, les mains noires de graisse. Elle tirait sur mon pantalon et me demandait « Papa, t'as réparé quelque chose aujourd'hui ?» Je la soulevais dans mes bras et lui disais « Je répare toujours quelque chose, ma chérie. » Mais ça, c'était avant. Avant même que Triarche ne soit qu'un nom griffonné sur mon vieux portable. Avant que les chèques réguliers ne laissent place à un avenir incertain que je ne pouvais pas garantir. C'est arrivé petit à petit, le respect s'évaporant de leurs yeux comme l'eau d'un verre fêlé. Au début, Déborah était patiente. Elle laissait la lumière allumée quand je rentrais tard. Me demandait où j'en étais avec mon prototype. Je lui parlais de logiciels d'infrastructure, de routage de données, de la façon dont je pouvais rendre les systèmes hospitaliers plus sûrs et plus efficaces. Elle souriait, mais son sourire ne touchait jamais ses yeux. C'était le sourire qu'on adresse à un enfant qui vous montre un caillou qu'il a trouvé dans le jardin. Poli, condescendant. Puis, les primes ont cessé d'arriver. J'avais encaissé mon plan d'épargne retraite, vendu mon camion, mon bijou, celui pour lequel j'avais fait des heures supplémentaires, et j'avais remis les clés comme si je me débarrassais d'une partie de moi-même. J'ai versé chaque once d'énergie dans la première version de Triarche, chaque nuit blanche dans le code qui allait un jour jeter un pont entre les hôpitaux et les patients. Mais l'argent tardait à revenir, plus lentement que je ne l'avais espéré. Je rentrais à la maison et trouvais des factures empilées sur le comptoir de la cuisine comme des accusations. Les lèvres de Déborah se paient.